Bonsoir à tous, je suis François Langlais, France 2 RTL, et c'est moi qui vais modérer cette session sur la mondialisation a-t-elle tourné le dos au peuple. Nous allons évidemment commencer par entendre le membre du cercle qui était chargé de la préparation de cette session, c'est Claire Vaison. Après quoi, nous écouterons chacun de nos intervenants. Le troisième, que vous voyez une place vide, mais il est en route, il devrait arriver à temps pour s'exprimer devant vous. Et puis, on attaquera le débat tout de suite, de façon à ce que vous puissiez poser des questions. Claire, the floor is yours. Merci François, merci et bonsoir à vous tous. Alors, comme nous le disions avec mon voisin, nous ne vous voyons pas du tout. Donc c'est une impression un peu étrange. J'espère que vous nous voyez. Alors, comme je suis économiste aussi, j'ai décidé de montrer quelques slides. Pardon. Hop, pas ça. Bon. Alors. C'est où? C'est là-haut? Toc. Bon. Où ça? Ici, super. Alors, quelques slides. D'abord, pour vous montrer quelque chose que vous savez intuitivement, mais qui, je trouve, est assez marquant quand on le voit. La globalisation s'est accélérée lors des dernières décennies. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par des universitaires sur le sujet. Celui-là montre les exportations et importations dans le monde. Et vous voyez qu'il y a, sur la période récente au XXe siècle, une très forte accélération des échanges. Mais vous auriez la même image si on regardait, par exemple, les échanges financiers. Un mot peut-être pour dire d'ailleurs qu'on parlera sans doute essentiellement de commerce dans cette session, puisqu'il y a des sessions consacrées spécialement à la finance. Alors, premier point donc qu'on partage, la mondialisation s'est accélérée lors des dernières décennies. Donc, deuxième point, qui a été dit par certains intervenants, mais je me suis dit que je vous montrerai là aussi quelques faits. La mondialisation, c'est globalement accompagnée d'une réduction des inégalités entre pays dans le monde et plus particulièrement d'une réduction de la pauvreté dans les pays qui sont des pays émergents ou en développement. Donc c'est évidemment un des facteurs importants de la mondialisation, un des faits stylisés importants à avoir en tête. Vous voyez notamment que depuis les années 90, avec l'arrivée de la Chine, de l'Inde, de manière de plus en plus forte dans le commerce mondial et la réduction de la pauvreté dans un certain nombre de zones en développement ou émergentes, vous voyez que les inégalités entre pays décroissent très fortement. Dernier point, la situation est assez différente lorsque l'on regarde ce qui se passe dans les différents pays. Et ce graphique est un graphique tiré d'un papier que j'aime bien, qui est un document de travail du Fonds monétaire international, qui vous montre, entre 1990 et 2012, l'évolution des inégalités à l'intérieur de chaque pays. Donc vous voyez en rouge les pays où les inégalités ont augmenté, vous voyez en vert les pays où les inégalités ont diminué. La bonne nouvelle, c'est que beaucoup de pays émergents ou en développement sont des pays dans lesquels les inégalités ont diminué. C'est notamment le cas quasiment de toute l'Amérique latine et de toute l'Afrique. Ça reste pour autant, et notamment l'Amérique latine, une zone qui est très inégalitaire, la plus inégalitaire du monde. Et puis vous voyez que parmi les pays émergents ou en développement, les inégalités n'ont pas partout régressé. Vous voyez en particulier qu'en Russie et en Chine, les inégalités se sont accrues dans cette période 1990-2012. Et puis vous avez les pays développés, notamment les pays du G20, pour faire court, enfin États-Unis, Europe, qui ne sont pas les pays du G20, il y en a plus. Donc États-Unis, Europe, vous voyez que dans nos pays, dans les pays développés, dans l'ensemble, les inégalités se sont plutôt accrues. Donc c'est évidemment un fait stylisé qui est important. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a un lien univoque entre la mondialisation d'une part et l'évolution des inégalités d'autre part. C'est un quatrième point que je voulais partager avec vous. Ça a été dit par d'autres dans les sessions précédentes, notamment par David Miliband cet après-midi, aussi par Laura Tyson. Il y a toute une série de facteurs qui peuvent expliquer l'augmentation des inégalités dans le monde.
Alors, dernier point, donc, pour dire que les économistes, pour autant, savent que la mondialisation a des effets redistributifs, d'une part, et d'autre part, cette coïncidence entre la montée des inégalités dans nos pays et la mondialisation fait, à tort ou à raison, émerger des phénomènes de rejet de la mondialisation. Il nous paraît donc absolument essentiel, collectivement, de nous assurer que la mondialisation ne tourne pas le dos au peuple et que donc aussi bien les entreprises que les responsables de politique économique mettent en œuvre les politiques qui sont nécessaires pour permettre au peuple de se réconcilier avec la mondialisation. Voilà, ça va mieux comme ça. Merci Claire pour cet exposé. Juste 3 mots pour préciser un peu l'ordre de mission du débat qui va suivre. C'est vrai que le thème de notre débat peut aussi s'inverser. Et au fond, la question d'aujourd'hui qui se pose, c'est les peuples ont-ils tourné le dos à la mondialisation ? Et quand on observe l'histoire, on voit clairement qu'il y a des périodes d'accélération comme celle que Claire vient de décrire, mais aussi des périodes de refermeture. C'est très étonnant, on observe ces cycles sur plusieurs siècles, et ça nous dit quelque chose de très important sur quoi nos intervenants nous répondront peut-être, c'est que finalement, le déterminant principal de la mondialisation, on a souvent pour habitude de considérer que c'est la technologie. C'est-à-dire qu'on peut commercer, communiquer facilement, de plus en plus facilement, et du coup, mécaniquement, les échanges s'internationalisent, les gens circulent, le capital circule aussi. En réalité, s'il y a des phases de fermeture, ça veut dire que le déterminant principal, c'est autre chose que la technologie, puisque la technologie, elle est toujours là. Et cette autre chose, c'est probablement le degré de tolérance à l'ouverture des sociétés qui change en fonction des époques. Il y a des moments où les sociétés sont ouvertes et d'autres où elles ne le sont pas. Et de ce point de vue, l'émergence forte du vote populiste est un signal évidemment très important sur le sujet que nous traitons. Je n'en dis pas davantage et je vous présente nos 2 intervenants, ils ne sont que 2 pour le moment. Et tout d'abord Patrick Pouyanné, patron de Total, que je présente sans le présenter parce que tout le monde le connaît et tout le monde sait que Total est évidemment l'une des plus grosses sociétés européennes et bien sûr françaises. À ses côtés, Jason Foreman, qui a été conseiller économique du président Obama et en particulier chairman du Council of Economic Advisors dans le deuxième terme du président Obama. C'est un économiste éminent. Et je vais commencer par vous, Jason Foreman. Finalement, pendant longtemps, nous avons considéré que les États-Unis et le Royaume-Uni étaient des pays pro-business, pro-marché, pro-commerce libre, en quelque sorte pro-libre-échange. Et ce sont en réalité les 2 pays dans lesquels les populistes ont remporté des victoires, avec l'élection de Donald Trump et la victoire du Brexit en juin dernier. Alors que les pays d'Europe continentale ont vu, même si les populistes sont importants, ces populistes s'arrêter au seuil du pouvoir. En France, tout récemment, aux Pays-Bas, un peu avant, en Espagne, encore avant, où les partis traditionnels l'ont emporté. Comment expliquez-vous cet extraordinaire revirement des opinions publiques dans les pays anglo-saxons, comme on dit en France ? So thank you very much for having me here. Apologies for speaking in English. I also want to offer my apologies on behalf of the United States for electing Donald Trump. And I think that's what I needed to do in exchange for being on this excellent panel that Claire put together. It's a little bit puzzling to me to explain both the United States and the United Kingdom together. In the United States, part of why we can have anti-trade attitudes is that we're a large, diverse country that if we were an autarky with no trade at all, we would survive. We grow enough food, we produce some oil and coal, we have natural resources, we have a manufacturing base. If you looked at a small European country, not France, of course, you're a large, great country, but to pick on Belgium,
If Belgium were an autarky and closed itself to trade, it would have a lot of beer and mussels and things, but then eventually starve to death and not be able to have any industry. So I think to some degree, in the United States, we're cursed by the fact that we can have certain bad economic policies and sustain them and get away with them, and it's harder for people to understand the way in which their economic livelihood depends on trade, because very few people's jobs actually do. As consumers, Americans really are dependent on trade. If you look at the fraction of income of a high-income household that's attributable to trade, it's only 4%. For a low-income household, it's 69%. So trade plays a much bigger role on the consumption side for lower-income households who buy a lot of manufactured goods. I looked up the numbers for France, by the way, and here it's 11% for a high-income household, 45% for a low-income household. So I think the actual truth is trade has an important progressive side to it through the consumption channel. It has some challenges, especially what we've seen with the rise of China concentrated over the course of a decade. But then in the case of the United States, we have this luxury that people don't understand the way they depend on trade. I'm very confident I know the economic solution to this. It's a better social safety net so that everyone benefits from the economy. It's expanding globalization, but making sure it has strong rules in terms of labor and in the environment when we trade with poorer countries, for example. Expanding trade with Europe is something that for us is less controversial. But I'm not positive that those ideas that I have economically are the ones that would win politically. And I worry that at the end of the day, a lot of the concerns that Americans have aren't that the rich are getting richer. If that was the concern, you wouldn't vote for Donald Trump. It's a concern that poor people are getting too much from the government. And the more we try to protect people from the harm of globalization, the more they think, number one, we're okay with them losing their job, and two, we're going to give money to someone else and not to them. So I'm not positive that the solution works politically. I think politically the government needs to be seen doing everything it can to protect jobs, to keep jobs in America, as long as those things aren't making the United States into an autarky. Thank you, Jason. Patrick Pouyanné, patron de Total, bien sûr. Les grandes entreprises comme celles que vous dirigez sont souvent considérées comme étant, sinon responsables, du moins à l'origine des troubles qui peuvent parcourir la mondialisation qu'on a évoquée. Est-ce qu'elles ont, selon vous, une responsabilité dans le rejet de la mondialisation par les électeurs ? D'abord, je vais vous dire que je suis très heureux d'être là avec vous. Et je vais introduire mon propos en disant que si les rencontres d'Aix-en-Provence s'appellent à la recherche de nouvelles formes de prospérité, c'est que j'en suis un petit peu responsable. Les économistes du Cercle avaient proposé à la recherche de nouvelles formes de richesse. Et le patron d'entreprise que je suis, bizarrement, qui est soi-disant un être qui est un acteur économique, a dit non, richesse, ce n'est pas la bonne réponse qu'attendent les peuples par rapport à la question de la mondialisation. Le mot prospérité me paraît plus adapté, parce que dans le mot prospérité, il y a le mot richesse, mais il y a une autre notion de progrès, de bien-être. Et je pense que si on doit réfléchir au thème actuel qui nous dérange, c'est par là qu'il faut l'aborder. Donc je remercie le Cercle de m'avoir écouté. Du coup, ça veut bien dire que oui, ce thème pour une grande entreprise comme la nôtre, indiscutablement, résonne. Il résonne pourquoi ? D'abord parce qu'on peut considérer qu'une entreprise comme Total, nous sommes un vainqueur de la mondialisation. Nous surfons sur la mondialisation. Nous savons en tirer parti. Nous avons créé un groupe qui représente 150 milliards d'actifs, qui est plus important que bien des nations, et que donc, indiscutablement, ce qui se passe doit nous interpeller. Quand vous avez en France, même si et je vais venir au secours de Jason, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que la France semble avoir voté du bon côté que tout est mieux chez nous qu'aux États-Unis et au UK.
En France, moi, ce qui m'a frappé dans la campagne, les élections, c'est que quand même, si on regarde de plus près ces résultats, au premier tour, 45, pour ne pas dire 50% des gens ont voté pour une forme de repli, contre l'ouverture et quelque part contre l'économie de marché. Donc, je ne vais pas dire contre nous, mais quelque part, ça doit nous interpeller. Et ce qui m'a interpellé, j'ai essayé de regarder, il y a eu des belles cartes qui sont parues après ces élections pour comprendre où était ce vote de repli sur soi et de rejet. Et en fait, les cartes étaient assez faciles à lire. Finalement, il y avait deux types, je dirais deux typologies. Il y avait les territoires ruraux, les territoires périphériques, où clairement on voit un très fort taux de vote en faveur, je dirais, soit du Front National, soit de la France Insoumise. Et puis il y avait une deuxième catégorie, à l'inverse d'ailleurs des villes, des centres urbains. Puis il y avait une deuxième catégorie qui était les jeunes exclus, non qualifiés, au chômage, qui ont massivement voté pour le rejet de cette forme d'économie de marché. Donc pour une entreprise comme la nôtre, ça doit nous interpeller et en fait, ça renvoie à finalement, est-ce qu'une entreprise n'est qu'un acteur économique? Alors quand on devient patron de Total, on se rend compte très vite qu'on n'est pas que ça, notamment dans ce pays, parce qu'on est interpellé sur des tas de sujets. Et qu'on ne peut pas dire que simplement une entreprise, c'est un acteur économique qui a une rationalité, qui fait des richesses et qui rencontre des actionnaires. Une entreprise, c'est plus que cela. Et la question qui nous est posée, en fait, c'est comment est-ce qu'on rend utile notre richesse pour la société, comment on peut participer à rendre un monde meilleur. Et une entreprise, encore une fois, de notre taille, doit se poser cette question-là. Alors, la réponse, elle est, il faut la prendre à charge, c'est pas si simple que ça. En fait, longtemps, on a cru, nos grandes entreprises, que finalement, si on fait des profits, on paye nos salaires, on paye nos impôts, et les États vont s'assurer des solidarités territoriales vis-à-vis des populations, vont faire leur travail avec les impôts que nous payons. Et finalement, la solidarité collective publique, ce n'est pas le sujet de l'entreprise, c'est le sujet des États. Ce qu'on constate avec cette mondialisation, c'est que les États, quelque part, ont du mal. Et je vais vous dire ce que j'ai déclaré un jour, c'est que je trouve que la mondialisation, elle a bon dos aujourd'hui. Parce qu'en fait, et notamment dans nos États développés, parce que ce qui me frappe également, c'est dans le débat, comme l'a montré Claire, c'est que ce débat, on l'a ici en France, dans les pays développés, je peux vous dire qu'il n'existe pas du tout dans tous les pays émergents que je fréquente. Là, ils ont bon dos parce que je pense que quelque part, nos États développés ont eu du mal à penser cette mondialisation, à apprendre des réformes de structure et à répondre quelque part à l'inquiétude qu'il y a dans nos populations, qui est une forme de peur de déclassement par rapport à des pays émergents qui ont une dynamique. Alors, une entreprise comme la nôtre, dans les pays émergents, lorsque, par exemple, Total a signé cette semaine un grand contrat gazier en Iran, quelque part, qui va contribuer à apporter de l'énergie, puisque c'est du gaz pour le marché domestique, et donc au développement de l'économie locale, quelque part, quand on fait ce genre de choses, on participe au développement de l'économie de l'Iran et on peut penser qu'on contribue également à une forme de développement économique et donc de paix dans cette région-là. Dans nos pays à nous, la question se pose de savoir comment on doit répondre à cette colère dans les territoires et vis-à-vis de nos jeunesses qui se sent rejetées. Je pense que la question des territoires, je vais la traiter simplement à travers un exemple. Total, notre entreprise aujourd'hui, est ce géant mondial parce que pendant 45 ans ou 50 ans, nous avons exploité un territoire en France, dans le sud-ouest, qui était le gisement de Lacq. Le gisement de Lacq s'est arrêté de produire. Comme nous sommes des êtres rationnels et économiques, nous avions décidé, il y a 10 ans, que puisqu'il n'y avait plus rien à produire, nous quitterions le territoire de Lacq et qu'une autre entreprise prendrait le relais à notre place et que finalement, nous n'avions plus de richesse à y créer. Naturellement, quitter un territoire comme ça, ce n'est pas si simple. La réindustrialisation s'est moyennement passée. Et finalement, nous avons pris la décision inverse, il y a 2 ans, qui est de reprendre en charge tout le futur de cette région de Lacq et d'assumer notre responsabilité. Je pense que c'est typique de ce que
une entreprise doit se poser ces questions. Finalement, c'est la solidarité au cours de l'histoire vis-à-vis des territoires que notre rationalité économique pourrait nous conduire à laisser derrière nous et où finalement les populations ne le comprennent pas et vont nous rejeter si nous n'assumons pas de responsabilité. Donc je lis cet exemple pour voir un peu comment cette problématique peut résonner en nous et quels sont les types de responsabilités que nous pouvions être amenés à exercer au-delà de ce qui était traditionnellement le cas. Merci Patrick. On va, avant de prendre vos questions dans un instant vraiment, écouter la question de notre étudiant, c'est Bohémond Pasquier. Il est étudiant à l'ESSEC et justement je crois qu'il va faire suite à vos réflexions, Patrick, notamment sur les territoires déshérités. Oui. Et je vois notre troisième intervenant qui arrive et je m'en réjouis. Bohémond, on vous écoute. Parfait. On va vous écouter d'abord le temps que M. Castaneda s'installe. Donc bonjour. En fait, j'aimerais revenir sur la question, sur le propos en fait de Patrick Pouyanné, donc sur, par exemple, on peut parler de France périphérique, ou je pense que par exemple tous les gens qui votent Donald Trump aux États-Unis, ils habitent ni à San Francisco, ni à New York. De même, les gens qui ont voté pour le Brexit, en faveur du Brexit, ils viennent pas de Londres. Du coup, ma question, c'est, on voit une polarisation, pour reprendre le terme, dans le monde entier entre les grandes villes et les régions déshéritées. Et donc, je pense qu'ici, on est tous un peu, pas des grandes villes, mais on est quand même tous dans la mondialisation heureuse. Et comment faire en sorte que les gens qui se sentent délaissés, finalement, ils arrivent à reprendre confiance, et j'insiste sur le terme de confiance, dans la mondialisation. Merci. Merci Bohémond. On a entendu un peu Patrick sur cette question, on va peut-être écouter Jason. J'aimerais bien que Claire nous dise aussi un petit mot, peut-être, parce que c'était un peu la chute de votre papier, Claire, justement, sur les politiques adaptées. Quelles sont-elles, justement, pour répondre à la question de Bohémond? Jason d'abord, Claire ensuite, et ensuite on écoutera M. Castaneda. Merci. Sure. Thank you. I think partly this is about globalization, but to some degree it can even be about very, very local policies. So you cited San Francisco in your example. Just by virtue of moving to San Francisco, people can make a lot more money and have a lot more economic opportunities, even less skilled people. That's true in San Francisco by virtue of the proximity to the economic dynamism there. San Francisco has a set of rules that make it hard to build apartment buildings, hard to build them taller, hard to divide them up into numbers of units, and that drives up rent prices in San Francisco and makes it even more expensive to live there than would otherwise be the case. It has a bay and other things that make it expensive, but it was a set of very local choices. I'm not proposing this as a solution to globalization. This is certainly not enough. But if San Francisco made it easier to build housing there, rents went down, and more Americans could move across places, that would help. And this is one of many examples of something that goes against what people think. People think of America as a very dynamic country with people moving a lot from place to place, from job to job, businesses being formed. And all of that type of dynamism and mobility has gone down over the last decades. People are less likely to move to another place, less likely to switch their job, less likely to start a new business. And I think that has contributed to slower productivity growth, higher degrees of inequality, and has trapped people in certain jobs and certain places without the type of upward mobility for them or their children that would be a real safety valve for the economy. So I gave you just one example of a policy. There's another dozen we need. But it's by way of saying the challenges we face may be in part because of globalization. The solutions aren't necessarily less globalization. They may be fixing our domestic policies, that globalization just exposes the weaknesses of our domestic policies as opposed to causing them. Claire, quelques brefs éléments sur la question de Bohémond. Oui,
Et peut-être, effectivement, je rejoins Jason là où il termine ce qu'il vient de dire en disant que les politiques publiques ont un rôle à jouer, même si elles ne peuvent pas tout, comme nous l'a dit Patrick Pouyanné. Moi, j'ai beaucoup été frappée par ce qui a été dit plus tôt dans l'après-midi par Florence Aubenas, qui nous disait que la première des raisons de désespérance, c'était l'absence de perspective. Et on a parlé, je vous ai montré aussi tout à l'heure des graphiques avec les inégalités de revenus. Ce ne sont évidemment pas les seuls. Je crois que la question de l'égalité des chances est une question qui est absolument essentielle, qui est d'ailleurs, à mon sens, un des grands problèmes actuels de notre société. Vous savez qu'en France, les résultats scolaires au test de l'OCDE qui s'appelle le PISA sont les plus corrélés au milieu socio-professionnel des parents. C'est évidemment quelque chose qui est très problématique en termes de mobilité sociale, d'égalité des chances dans notre pays. Donc je pense que la première des politiques qui doit être menée, ça a été dit précédemment, y compris par Laurence Boone tout à l'heure, ce sont des politiques d'éducation, de formation tout au long de sa vie, pour éviter justement que des personnes se sentent en situation désespérée, sans espoir pour elles et pour leurs enfants. La deuxième des politiques, je crois, c'est évidemment toutes les politiques, et Jason en a parlé, toutes les politiques domestiques qu'on peut mener, qui sont des politiques sociales, qui sont des politiques de redistribution. Le système fiscalo-social a un rôle important à jouer. Et puis, dernier point peut-être, pour rejoindre ce qui a été dit par les deux précédents intervenants, il y a aussi un vrai besoin de coordination des politiques à l'échelle mondiale. D'abord, pour s'assurer qu'on a une mondialisation respectueuse des individus, respectueuse des règles sociales et environnementales. C'est un premier point. Et ensuite, pour s'assurer aussi que les États gardent leur capacité à taxer des assiettes qui peuvent être des assiettes qui sont spontanément mobiles, pour dire les choses autrement, face à l'optimisation fiscale à laquelle peuvent se livrer les individus et les entreprises. Il me semble qu'il faut un vrai niveau de coopération internationale. Merci Claire. Jorge Castaneda, vous nous avez rejoint, merci d'être là. Vous êtes un intellectuel, un homme politique mexicain. Vous avez été ministre des Affaires étrangères entre 2000 et 2003 dans votre pays. On a exploré les différentes facettes du sujet jusqu'ici. Au fond, la mondialisation a-t-elle tourné le dos au peuple? Les peuples ont-ils tourné le dos à la mondialisation? Vu de, j'allais dire chez nous, ces sociétés occidentales que vous connaissez bien, on a souvent l'impression que ce sont les pays émergents, les grands gagnants de la mondialisation, et en particulier deux pays, la Chine et le Mexique. S'il y a des gagnants et des perdants dans la mondialisation, considérez-vous que le Mexique et les Mexicains font partie des gagnants? C'est très relatif. Peut-être on est gagnant dans la mesure où nous sommes les Chinois et nous, les Mexicains, les deux bêtes noires de M. Trump. Alors dans ce sens, oui, c'est peut-être une façon de se considérer gagnant. Mais autrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai qu'il y a un excédent commercial mexicain de 50-60 milliards de dollars par an avec les États-Unis. Les Chinois, on a un excédent de 200 milliards de dollars, mais 50-60 milliards de dollars d'excédent commercial d'une économie beaucoup plus petite, comme la mexicaine l'est par rapport à la chinoise, pourrait suggérer, et c'est la thèse de l'actuel gouvernement américain, que le Mexique, c'est le grand gagnant de l'ALENA, de l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord. Bon. Mais en fait, si on regarde maintenant, on a 23 ans d'expérience. L'ALENA était signée en 1994. Alors, nous avons 23 ans d'expérience, d'histoire, et à vrai dire, ça ne marche pas tellement bien. Si nous, on est les gagnants, qui sont les perdants? C'est vrai qu'on pourrait toujours dire, par exemple, que sans ALENA, les choses auraient été 1000 fois pires pour le Mexique. Ça, c'est possible. Mais en fait, si vous regardez les chiffres, je vais passer rapidement en revue, je ne veux pas vous ennuyer avec ça. Premièrement, taux de croissance économique depuis 1994, c'est une moyenne de 2,5% par an. Avec un taux de croissance démographique d'1,7, 1,8, ça fait moins d'1% par tête par an depuis 23 ans maintenant. Ce n'est quand même pas de quoi être trop fier. Deuxièmement, c'est vrai que, par exemple, nous avons créé ou nous avons augmenté énormément les dimensions de l'industrie automobile mexicaine. Le grand succès de l'ALENA et de la globalisation pour le Mexique, c'est l'industrie automobile.
Nous sommes maintenant le 5e producteur d'automobiles au monde. Mais, tout compris, mais absolument tout, c'est-à-dire les gens qui vendent des tacos en dehors des entreprises de la Ford à Hermosillo, c'est 700 000 emplois. C'est beaucoup, mais c'est un pays de 125 millions d'habitants. C'est pas tellement. Le salaire moyen dans l'industrie automobile, pour l'ouvrier, disons, pas le plus haut niveau, mais pas non plus qui vient de rentrer, c'est dans les $500, 450, $500 par mois. Ben, c'est compliqué comme grand succès. Hein? Un travailleur américain dans les États syndicalisés, dans la même usine de Ford, avec la même productivité que le Mexicain, il peut gagner, tout compris, avec des prestations, dans les 40-45 $ l'heure. Une longue journée, une bonne journée de 10 heures, des fois ça arrive, c'est pas très souvent, mais ça peut arriver, ça peut faire dans les 400-500 $ la journée. Au Mexique, c'est le mois. Donc, je pourrais continuer comme ça. Donc, le premier grand problème qu'il y a, c'est que les résultats macroéconomiques ne sont pas brillants. On peut toujours dire qu'ils auraient été encore moins brillants sans l'ALENA, d'accord. Mais deuxièmement, les inégalités au sein du pays émergent, dans ce cas le Mexique, se sont aussi accentuées de façon tout à fait dramatique depuis ces 23 ans. Merci à vous pour ce constat, enfin, au fond, ce diagnostic sur le Mexique et la mondialisation. Nous sommes maintenant prêts à prendre vos questions pendant le quart d'heure qu'il reste. Alors, on ne vous voit pas très bien. Oui. Je vais vous demander de vous présenter et de formuler une question brève, s'il vous plaît. Ah ouais. Bon, Eugène Berg. J'ai 2 questions, bon, j'espère bref. La première, c'est à Claire. Sans faire la théorie économique, on sait très bien qu'il y a les 4 libertés. Bon, les biens, les services, les capitaux et les hommes. On le voit très bien à l'intérieur. On voit très bien qu'avec l'immigration, c'est la 4e mobilité. Avec l'immigration, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, est-ce qu'il faut revoir ces 4 libertés ou il faut la démondialiser? Il faut essayer de faire une espèce de mondialisation à 2 niveaux, globale, et ensuite une régionalisation par bloc économique. Et M. Cassada la montre, ça ne marche pas toujours. Et donc, les entreprises comme Total, comme ça, vivent évidemment au niveau numéro 1. Mais est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il ne faut pas adapter cette mondialisation, ne serait-ce que temporaire, pour supporter le choc de ces 4 libertés? On voit déjà qu'à l'intérieur de l'Union européenne, avec le Brexit, ça ne marche pas tellement. Alors, à niveau mondial, comment gérer ces 4 libertés en même temps? C'est ça le gros problème. Je pense qu'on a tout à fait compris votre question. Merci. On va demander à Claire, elle s'adressait à Claire, mais je pense que ça serait intéressant d'entendre Patrick aussi sur cette question, si vous en êtes d'accord, monsieur. Alors, je suis invitée à ne pas faire de théorie économique. J'ai pourtant envie d'abord de retomber sur mes pieds d'économiste pour dire que globalement, les travaux des économistes suggèrent que les mouvements de migration sont bénéfiques à la croissance. Le FMI a encore récemment travaillé sur ces sujets. C'est donc une première remarque, il n'y a pas d'antinomie entre l'ouverture à la libre circulation des hommes d'une part et la prospérité économique. J'ajoute, c'est ma deuxième remarque, qu'historiquement nos pays ont connu des mouvements migratoires beaucoup plus importants que celui qui est en train de se produire en ce moment, avec des populations qui étaient très diverses également, y compris dans des périodes de très forte croissance. Donc là aussi, deuxième argument, je pense que nous sommes capables de vivre simultanément avec une liberté de circulation des biens, des services, des capitaux et des hommes. Je pense pour autant que, évidemment, ceci nécessite des règles adaptées à cette mondialisation, et je pense en particulier au premier de ces mouvements, mouvements de biens et de services, et surtout mouvements de capitaux. On ne parle pas beaucoup dans cette table ronde de financiarisation de l'économie mondiale, mais évidemment, face à des mouvements de capitaux qui sont en croissance très forte dans l'économie mondiale, il faut des règles adaptées
pour que tout ceci reste compatible avec une stabilité financière. On a vu récemment les excès qui pouvaient sinon se produire. Merci Claire. Patrick, quelques mots. Réponse brève, s'il vous plaît, car beaucoup de questions se pressent. Je suis moins économiste que vous, Claire, donc je ne connais pas toutes ces théories. Au passage, quand même, moi j'ai regardé un autre facteur à propos de migration, puisque souvent on a associé, toujours dans l'élection française, les votes de rejet aux questions de l'immigration. C'est totalement faux. Il faut savoir qu'il y a moins... Les départements qui ont voté le plus pour, je dirais, le camp du repli, il y en avait moins d'un quart seulement qui connaissent un taux d'immigration supérieur à la moyenne nationale. Donc il n'y a aucun lien entre ces deux phénomènes au cours des dernières élections. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait un lien. Je pense qu'au contraire, il faut pas... Encore une idée, cette idée de se refermer et du repli ne me paraît pas la voie de l'avenir. La question est plutôt de savoir comment on peut, au sein de nos pays développés, parce que, encore une fois, il faut relativiser, je pense que l'intervention de Canada est quand même très intéressante, il faut relativiser nos malheurs. Le problème, c'est plutôt comment on fait pour faire pour maintenir les solidarités qu'on a dans nos pays, partant d'un niveau de vie élevé. Et il ne faut jamais oublier quand même que quand on revient en France et qu'alors qu'on a passé du temps à l'étranger, on est toujours surpris quand même de la façon dont on peut se plaindre. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que la métropolisation de nos régions, parce qu'en fait, ce qu'induit la mondialisation, enfin, de ces phénomènes-là, moi, ce que je vois, c'est une forme de métropolisation. On a d'ailleurs réorganisé notre pays autour de 12 grandes métropoles, ce qu'a fait le gouvernement précédent, et je pense qu'il faut absolument trouver le moyen d'apporter des services, Claire l'a bien dit, par rapport au territoire, et cette question de ne pas les déclasser, et par exemple, pour Total, ça veut dire, on est en train de le décider, d'arrêter de fermer les stations-service, mais d'en remettre dans tous les territoires de la France, de façon à être présent. Alors ça va me coûter un peu d'argent, mais je pense que ça, c'est aussi un moyen de montrer la proximité, la solidarité vis-à-vis de ces territoires périphériques. Merci Patrick. Une autre question? Oui, il y en avait une ici et une là-bas au fond. Si on pouvait apporter un micro pour monsieur, tout d'abord. Monsieur, on vient à vous tout de suite. On va les prendre consécutivement de façon à ce qu'on puisse répondre groupé. Thank you very much. I'd like to apologize for speaking in English, but I am the Indian ambassador based in Paris, and I speak with some trepidation because most of the hall is full of people from the West, and I'm from the East, but you might as well listen. Should I get up? Okay. So you might as well listen to the Indian perspective on globalization. There is a feeling in India that the West benefited from globalization for about 150 years, and now that countries like India have started benefiting from globalization, there is not only a backlash against globalization in the West, but goalposts are sought to be changed. So I make that provocative comment to at least get a response from the hall saying no, but we will see what the response is. That's the first comment I want to make. Please be brief because yes, time is running. The second is pure and simple, the comment made by one of the panelists that it is really domestic policy that I think is important. You cannot change the march of globalization. I think it is irreversible. I think it is domestic policy. And one of the things that I would like to submit for the consideration of this audience is that there has been a lack of investment in proper skill training and education. And one of the reasons why Germany has done so much better than other countries in coping with globalization is, I think, because they've done a much better job of skill training than other countries. Thank you. Thank you very much. On va prendre cette deuxième question et demander ensuite à chacun de nos intervenants de conclure en répondant à l'un des points qu'ils sélectionneront. Oui, bonsoir François, c'est Jean-Christophe Tortora de La Tribune. Question assez simple, c'est quelles sont les limites que vous mettez, vous, les entreprises, un groupe comme Total, mais la question pourrait se poser pour toutes les entreprises, à la fois dans votre capacité à, vous l'avez dit, à mordre et à gagner, à se développer avec cette mondialisation, et à la fois ne pas tourner au dos de vos valeurs, de celles des peuples. On l'a vu, alors ça tombe bien puisqu'on a un représentant du Mexique, des États-Unis, la polémique que l'on a eue avec le mur voulu par Trump et la position de Lafarge, c'est-à-dire, voilà, quelles sont pour vous les conditions, Patrick Pouyanné, du développement et à la fois de ne pas tourner le dos à vos valeurs. Merci. Merci Jean-Christophe. On va écouter chacun de nos intervenants, en commençant par vous, Georges.
pour un mot de conclusion, vraiment 1 minute chacun, en répondant à l'une ou à l'autre des interventions que nous venons d'entendre. Oui, par rapport à l'intervention de l'ambassadeur de l'Inde, je pense qu'il a tout à fait raison, au sens que aujourd'hui que plusieurs pays émergents commencent à peut-être profiter davantage de la globalisation, ce sont les pays riches, disons-le comme ça, qui commencent à mettre des obstacles. C'est surtout, bien sûr, les États-Unis, mais ce n'est pas uniquement les États-Unis. C'est vrai, et ce n'est pas très sympa, disons. Cela dit, il y a des raisons puissantes au sein des pays riches qui expliquent pourquoi il y a cette réaction. Je ne veux pas parler de l'Angleterre, vous connaissez le cas beaucoup mieux que moi, mais dans le cas des États-Unis, je reviens sur mes chiffres très rapidement. Si vous avez un travailleur, un ouvrier, dans l'industrie automobile, dans le Michigan encore, qui gagnait, j'insiste, $40 l'heure, l'usine ferme, elle est déplacée soit au Mexique, soit en Chine. Les travailleurs là-bas vont gagner 1/10 du salaire que l'Américain. Et l'Américain va pouvoir retrouver un autre emploi où il va gagner, dans le meilleur des cas, la moitié. Eh bien, pensez-vous vous-même si tout à coup, vous gagnez la moitié, votre salaire est coupé de 50%, ben, vous n'allez pas être content. Et tous les arguments du monde des économistes ne vont servir à rien pour vous rendre content que tout à coup, vous avez perdu la moitié de votre revenu. Ben, c'est assez logique, c'est pas idiot qu'il soit mécontent. Alors, ce qui est peut-être pas aussi intelligent, c'est la réaction, c'est Trump. Bon, il pourrait avoir une réaction un peu plus intelligente que celle-là. Merci Georges, merci. Jason, un mot de conclusion. Patrick et Claire pour le mot de la fin. So I think the starting point for all of these discussions should be that we have real economic problems, that growth is too slow, that inequality is too high. In the United States and many other countries, you've seen people withdrawing from the workforce and not being even unemployed, being out of the workforce. In France, you have relatively high unemployment. And we need to address all of those. For the United States or any other country, if we raise the price of the steel we buy, that would help steel workers, but it would hurt auto workers. If we stop getting auto parts from Mexico, then Germany and Japan will make more cars and sell more cars because they'll continue to get auto parts from cheaper suppliers. So there's a logic to the world that I think we can overcome by building barriers, but that's not to say we don't have very big problems, of which education, a more progressive fiscal system, doing globalization in a smarter way are just some of what we need to do to address. Thank you. Merci Jason. Patrick. Rapide formation, monsieur l'ambassadeur, vous avez raison, c'est vrai dans les pays émergents, mais dans les pays développés également. La formation. Deuxième commentaire. Je pense que ce débat est aussi lié à la crise de 2008. Aux États-Unis, nous employons des gens que nous payions $25 l'heure en 2007-2008. Dans le Tennessee, on les payait $10 l'année suivante. Juste un commentaire. Aujourd'hui, ils regagnent $20 les mêmes, il faut le savoir. Troisième commentaire, Total. Mais Total, il y a plusieurs réponses. D'abord, nous avons des valeurs. Et nous avons refait un exercice pour réaffirmer ces valeurs, pour que tout le monde dans l'entreprise sache qu'est-ce qui unit la communauté de gens qui est Total, parce que ce n'est pas simplement... Et les valeurs, il n'y a pas le profit dedans, il y a d'autres valeurs. Deuxièmement, on a un métier qui est un métier qui a des responsabilités directes, environnementales notamment, puisqu'on produit du pétrole, on est responsable du CO2, du climat. Donc on a une ambition qui est d'arriver, nous, entreprises énergétiques, à faire en sorte que les produits que nous vendrons dans 20 ans seront en ligne avec la trajectoire vers 2 degrés, et ça veut dire pas mal d'évolutions dans notre portefeuille d'activités et de comportements. Donc on doit notre responsabilité dans nos métiers. Et puis le dernier point, je crois que notre responsabilité en tant qu'entreprise, c'est continuer malgré tout à nous développer et à construire des ponts entre les pays. Lorsqu'encore une fois je signe en Iran cette semaine, je crois qu'on a démontré qu'on a une vocation qui n'est pas de justement obéir au président Trump ou à d'autres, mais de faire notre travail, parce que la construction de ponts, la construction de ponts économiques entre les pays, c'est comme ça qu'on participera, qu'on exerce notre responsabilité au niveau mondial, plutôt que, comme disait Newton, l'homme aime bien construire des murs et pas assez des ponts. Nous construisons des ponts. Merci. Merci.
Claire Vézan. Oui, une minute, parce que beaucoup a été dit. Je crois que nous sommes tous d'accord dans cette table ronde et dans la salle, très probablement, sur le fait que nous avons un bien commun qui est l'ouverture et qui est la mondialisation. Ce bien commun, on l'a vu, il a permis à beaucoup de personnes qui étaient pauvres de sortir de la pauvreté, à beaucoup de pays de progresser. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain et donc de remettre en cause ces progrès de la mondialisation. Pour autant, je crois qu'il faut que chacun, dans sa sphère de responsabilité, s'assure que son action contribue à cette adhésion à la mondialisation. Les entreprises ont un rôle à jouer, Patrick Pouyanné l'a dit, les gouvernements aussi, qu'il s'agisse de gouvernements de pays développés ou de pays émergents. Moi, je trouve qu'une des choses très intéressantes de cette discussion, c'était qu'à la fois Jason et Jorge, chacun dans son domaine, nous montraient que la mondialisation, c'était aussi une difficulté politique à prendre en compte pour les gouvernements, que ce soit dans un pays dont les échanges commerciaux sont très déficitaires, dans lequel les inégalités se creusent, qui en a bien conscience et qui doit traiter ces sujets d'inégalité, ou que ce soit dans un pays émergent qui peut apparaître comme un gagnant de la mondialisation, mais pour autant qui ne connaît pas des taux de croissance très, très élevés, qui convergent donc simplement lentement vers les niveaux de PIB par tête mondiaux, et dans lesquels la mondialisation crée d'autres problèmes. Donc merci à tous pour cette session. Merci Claire. Merci à vous.